Belfast, Irlande du Nord. Nous sommes en 1909. Une chape de plomb écrase la ville. Le vent s'engouffre dans les structures squelettiques des échafaudages de bois et de fer, charriant avec lui une odeur âcre, un mélange de charbon brûlé et de métal en fusion. Les chantiers navals Harland & Wolff ne sont pas de simples usines. Ils respirent, ils pulsent comme un organisme vivant, vorace. Chaque aube, des milliers d'hommes franchissent ces grilles, le regard bas, la démarche lourde. Ils portent des salopettes usées par le labeur. Leurs mains sont noircies par la suie avant même d'avoir saisi le premier marteau. Ils sont là pour bâtir ce que le monde n'a encore jamais vu, le Titanic. Ce nom, à cet instant précis, ne signifie rien. C'est une abstraction, un projet couché sur du papier bleu, une vision faite de colonnes de chiffres, de mesures, de calculs de résistance. Mais dans ces traits de crayon réside une ambition démesurée, presque blasphématoire, l'idée de dompter l'océan, de construire le navire le plus vaste, le plus sûr, le plus puissant que l'homme ait jamais osé concevoir. Le travail est incessant. C'est une symphonie lente, éreintante et assourdissante. L'acier est tordu, soudé, forgé dans la douleur. Chaque rivet posé exige force, précision et sacrifice. Les jours s'enchaînent, identiques, rythmés par les coups de marteau-pilon, les aboiements des contremaîtres et le sifflement perçant de la vapeur s'échappant des tuyauteries. Le Titanic grandit, centimètre par centimètre, telle une montagne artificielle s'extrayant de la boue, un colosse noir défiant la grisaille du ciel. Les journaux commencent à s'emparer du sujet, la rumeur enfle. Certains parlent d'un miracle de l'ingénierie moderne, d'autres, avec un orgueil quasi religieux, murmurent ce mot fatidique, insubmersible. Mais tout cela n'est que d'illusion. Personne ne peut savoir, personne ne peut lire l'avenir. Pour l'heure, ce n'est que de l'acier brut cloué au sol par la gravité. Puis vient le moment tant attendu. Le 31 mai 1911, sous les yeux d'une foule immense, le Titanic est lancé. Il glisse lentement vers l'eau, accompagné par le hurlement des sirènes et les acclamations de milliers de spectateurs massés le long des quais. C'est officiel, le géant est né, mais sa véritable histoire n'a pas encore commencé. Durant les mois suivants, le navire est achevé, peaufiné, habillé pour son voyage inaugural. Personne ne le connaît encore vraiment, personne n'a vécu à son bord. Son cœur ne bat pas encore. C'est une machine parfaite en attente de son destin. Et ce destin arrive enfin, avec le printemps de l'année suivante. 10 avril 1912, Southampton. Les quais s'animent dès l'aube. Le ciel est limpide, l'air piquant. Une marée humaine ondule devant le quai 44, comme attirée par un phénomène irréel. Le Titanic est là, devant eux, immobile, écrasant, près de 300 mètres de long, haut comme un immeuble de 11 étages. Ces 4 cheminées titanesques se découpent sur l'azur, éclipsant le soleil. Il est impossible de le regarder sans se sentir insignifiant. Des familles entières s'étreignent dans de longues embrassades incertaines. Certains sourient avec confiance, d'autres pleurent en silence. Femmes, hommes, enfants. Il y a ceux qui partent pour ne jamais revenir, ceux qui fuient la misère, ceux qui espèrent faire fortune, ceux qui ne savent même pas ce qui les attend. Pourtant, tous à cet instant fixent la même chose, un navire, une promesse, un rêve d'acier. Le Titanic s'apprête à appareiller, les passerelles sont abaissées, les contrôles débutent, les passagers montent, une file interrompue d'âmes. Certains marchent d'un pas conquérant, d'autres s'arrêtent tous les quelques mètres, le regard levé vers la masse du navire qui semble plier le ciel. L'inconnu s'ouvre devant eux. Dès qu'ils franchissent le seuil, les entrailles du Titanic se révèlent. C'est un autre monde. Personne n'est vraiment préparé au choc visuel. Ceux qui entrent en première classe pénètrent dans de vastes corridors lumineux, ornés de boiseries sculptées à la main. Les murs luisent, les tapis sont moelleux, épais, parfumés. Chaque détail respire l'élégance, l'ordre et l'opulence. On se croirait dans un grand hôtel parisien ou londonien, pas sur un navire perdu au milieu des flots. Puis l'escalier, majestueux. Au centre, une coupole de verre laisse filtrer une lumière naturelle qui caresse les surfaces dorées et les rampes en fer forgé. Là-haut, une horloge soutenue par 2 figures allégoriques, l'honneur et la gloire couronnant le temps, veille sur tout. Chaque passager que le voit pour la première fois s'arrête. Le silence à ce point devient presque religieux. Il y a un salon de lecture pour les dames, une bibliothèque, un fumoir pour les hommes, un gymnase aux équipements modernes, un bain turc, un cours de squash et même une piscine. À bord de ce navire, on peut passer des journées entières en oubliant que la terre ferme est loin. Pour beaucoup, c'est inconcevable. Mais même dans les ponts les plus inférieurs, là où voyagent les passagers de seconde et troisième classe, le Titanic apparaît comme une merveille. Les cabines sont ordonnées, claires, bien éclairées. Rien à voir avec les cales insalubres des navires du passé. Les familles d'immigrants s'installent avec dignité, déballent leurs maigres bagages et se serrent les unes aux autres. Les enfants rient, les adultes caressent le métal lisse et les plafonds bas.
comme s'il touchait du doigt un futur auquel il n'osait plus croire. Pendant ce temps, sur le pont, l'équipage s'active avec une précision militaire. Le capitaine Edward Smith, silhouette imposante, barbe blanche et uniforme immaculé, supervise la manœuvre. Il est le vétéran de la compagnie, le capitaine des millionnaires, et ce sera son dernier voyage avant la retraite. Tout le monde lui fait confiance, sa seule présence rassure. À midi pile, les sirènes déchirent l'air, c'est le commencement. Les amarres sont larguées, les hélices monstrueuses commencent à brasser l'eau sombre du port. Lentement, majestueusement, le Titanic s'éloigne du quai. La foule exulte, les mains s'agitent, les chapeaux se lèvent, les larmes coulent. Certains crient, d'autres restent muets. D'autres encore continuent de regarder jusqu'à ce que le navire disparaisse derrière une courbe de la rivière Test. Le Titanic est officiellement en route. Destination, New York. Mais personne à bord ne pense à la destination. Tout le monde pense au présent, à ce qui les entoure, à la grandeur de ce qu'ils vivent. Les cheminées crachent d'une fumée épaisse et noire qui se dilue dans le ciel. L'étrave fend les vagues avec aisance. Le soleil joue à cache-cacher avec les coulages. La mer les attend. Dans les jours qui suivent, le navire fera escale à Cherbourg, en France, puis à Queenstown, en Irlande. De là, il s'élancera pour la traversée de l'Atlantique Nord. Un périple d'environ une semaine, 4500 km d'océan. Une route que des centaines de navires ont déjà empruntée, mais aucun comme lui, aucun comme le Titanic. L'océan est calme. Le Titanic avance comme un roi sur son trône. Chaque jour, au lever du soleil, la lumière se reflète sur le métal blanc des superstructures. Les ponts se remplissent lentement de pas, de voix et de vie. Les passagers s'éveillent dans des chambres tièdes, choyés par un service impeccable. Certains se précipitent immédiatement au bastingol pour contempler l'infini bleu. D'autres se laissent bercer un peu plus longtemps par le mouvement imperceptible du navire. Le temps à bord semble suspendu, hors du monde réel. La première classe vit dans une bulle dorée. Chaque matin, des serveurs aux gants blancs servent le thé et le café dans de la porcelaine fine. Les dames se retrouvent pour converser, déambulant sur le pont-promenade enveloppés dans d'élégants manteaux de fourrure. Les hommes lisent les journaux dans le fumoir, discutent d'affaires, politiques et racontent leurs voyages exotiques. Il règne une apparente sérénité, une sécurité bâtie sur le luxe et l'idée profondément ancrée que rien ne peut mal tourner. Chaque repas est un événement mondain. Les menus sont rédigés en français. Les plats se succèdent dans un balai de saveurs et de formes. Potage, huîtres, filets mignons, entremets glacés. Les tables sont éclairées par des lampes discrètes, les verres en cristal teintent doucement, et le silence n'est rompu que par le son délicat du piano à queue. C'est une scène qui semble éternelle, un fragment d'un monde parfait, insouciant. Au cœur du navire, en seconde classe, la vie est plus simple, mais aussi sereine. Les cabines sont confortables, les repas compieux, l'atmosphère plus familiale. Beaucoup jouent à cartes, écrivent des lettres fiévreuses, se promènent sous les étoiles. Il y a moins de formalités, mais pas moins d'espoir. Pour beaucoup, ce voyage est le symbole tangible d'une ascension sociale. Et encore plus bas, dans le ventre du navire, vibre la troisième classe. Là, les rires sont plus forts, la musique plus entraînante. On mange ensemble à de grandes tables communes. On chante dans un mélange cacophonique de langues. Irlandais, italien, suédois, libanais. Tous mélangés, unis par la même attente. Les enfants courent dans les coursives, les parents parlent à voix basse en serrant contre eux des documents, des photographies jaunies, des souvenirs. Ce sont des gens qui ont tout laissé derrière eux, qui ont mis toute leur vie dans une valise en carton, qui regardent l'Amérique comme s'ils regardaient un mirage. Et la mer, immense, silencieuse, froide. La nuit, elle disparaît dans les ténèbres, devenant un miroir noir qui reflète les constellations. Le Titanic avance, sans entrave, fort, confiant, gigantesque. Personne ne parle de danger, personne n'a peur. Le navire est trop grand, trop neuf, trop parfait. Et pourtant, chaque nuit, des messages arrivent au poste de radio. Des rapports, des avertissements. Iceberg sur la route, champ de glace vers le nord. Mais les jours passent et rien ne se produit. Le ciel est clair, la mer d'huile. Le capitaine Edward Smith maintient le cap. La vitesse augmente. La compagnie veut arriver tôt pour prouver que le Titanic n'est pas seulement le plus grand, mais aussi le plus rapide. Chaque jour, les hélices tournent plus vite, brassant des millions de litres d'eau. Chaque jour, la confiance frise l'arrogance. Personne n'imagine que, au large de Terre-Neuve, quelque chose se prépare. Invisible, silencieux, en attente. 14 avril 1912, dimanche. Le Titanic est en mer depuis 4 jours. L'océan est anormalement calme. Trop calme, les vagues semblent avoir disparu. L'Atlantique est une immense plaque de verre noir. Le soleil se couche lentement, jetant des teintes d'orange et de pourpre sur l'horizon. Les passagers sortent sur les ponts pour admirer le spectacle. Certains prennent des photographies, d'autres restent silencieux, immobiles,
hypnotisé par la beauté crépusculaire. Mais quiconque connaît la mer le sait, un océan trop calme est un piège. Sans vagues pour briser la base des obstacles, rien n'indique le danger. Ce soir-là, la température chute brutalement. L'air devient coupant, glacial. Les marins enfilent de lourds manteaux. Le ciel est limpide, sans un nuage, constellé d'étoiles qui semblent briller plus fort que d'habitude. Il n'y a pas de lune, seulement l'obscurité et le froid. Dans la salle radio, les signaux continuent d'arriver en morse. Iceberg repéré, glace sur la route. Les télégraphistes, débordés par les messages privés des passagers fortunés, trient les informations. Certains avertissements montent à la passerelle, d'autres non. Le trafic est intense. Personne, à cet instant, ne semble saisir l'urgence vitale. La vitesse du Titanic reste élevée. 22 nœuds. À 21h30, un autre message. Glace droit devant. À 22h55, le dernier avertissement. Un navire voisin, le Californian, est bloqué par les glaces. Le message est reçu, mais coupé sèchement par l'opérateur du Titanic. « Tais-toi, je suis occupé ». Le destin tient parfois à un fil ou à une saute d'humeur. Le Titanic ne ralentit pas. Il ne dévie pas. Il continue tout droit, imposant, comme si rien au monde ne pouvait l'arrêter. À 23h40, le navire entre dans la zone mortelle. Personne à bord ne le sait. La mer est si calme qu'il n'y a aucun bruit de ressac, aucune écume blanche pour trahir la présence de la glace. Seulement une nuit profonde et sans fin. Dans le nid de pie, 2 marins scrutent l'horizon. Leurs yeux pleurent à cause du froid, leurs mains sont engourdies. Ils n'ont pas de jumelles, personne ne leur en a donné. Ils fixent le vide, cherchant une ombre dans l'ombre. Soudain, une forme se détache, une masse noire qui efface les étoiles. Le matelot Frédéric Fleet sonne la cloche 3 fois. Le cri transperce la nuit. Iceberg, droit devant. Sur la passerelle, l'officier de quart réagit à l'instinct. Ordre de virer à bâbord toute, machine en arrière toute. Les hélices la ralentissent, luttent contre l'inertie. Le gouvernail tourne. Le Titanic, lourd de ses 52 000 tonnes, commence à pivoter. Lentement, trop lentement. À 23h40 précise, le géant d'acier frôle la glace. Pas de boom, pas d'explosion hollywoodienne, juste un son étrange, un raclement métallique, comme une toile que l'on déchire. Un bruit sourd, profond, qui parcourt le navire comme un frisson sous la peau. Certains passagers ne remarquent rien, d'autres s'arrêtent, penchent la tête, intrigués, mais personne ne réalise encore que l'arrêt de mort vient d'être signé. Dans les ponts inférieurs cependant, la réalité est brutale. Une vibration s'écoule les cloisons. L'eau commence à jaillir, froide, glacée, noire. Elle envahit les compartiments postaux et les chaufferies comme une bête furieuse. Les soutiers se regardent, terrifiés. Ils courent, ils hurlent. Les portes étanches se ferment, mais l'eau monte plus vite. Le capitaine Smith est réveillé. Thomas Andrews, l'architecte du navire, est convoqué. Ensemble, ils descendent inspecter les dégâts. Le verdict tombe, froid, mathématique, sans appel. 5 compartiments étanches sont noyés. Le Titanic peut flotter avec 4, pas 5. Le navire va couler. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Il reste 1h30, peut-être 2. Et à bord, l'orchestre joue encore. L'insouciance règne dans les salons. Personne ne croit que le Titanic, cette forteresse moderne, puisse sombrer. L'iceberg a ouvert son flanc comme une lame de rasoir. L'eau s'engouffre avec une pression phénoménale. Le nez du navire commence à piquer du nez, imperceptiblement d'abord. Le capitaine ordonne de préparer les canots. Et là, surgit l'horreur, plus grande que toutes les autres. Il n'y a pas assez de canots. Plus de 2200 âmes à bord. De la place pour à peine 1178. La moitié. C'est une condamnation à mort pour plus de 1000 personnes. La proue s'enfonce. Les premiers canots sont mis à l'eau, à moitié vides. Les gens refusent d'y monter. Il fait froid. La nuit est noire. Le navire semble encore solide. Pourquoi quitter le confort pour une coquille de noix au milieu de l'Atlantique? L'orchestre s'installe sur le pont, jouant du ragtime pour éviter la panique. Il joue avec des doigts gelés, héroïque jusqu'au bout. Dans les entrailles, la peur mue en chaos. Les grilles sont fermées, les corridors deviennent des pièges. Les familles cherchent une issue dans le labyrinthe. Des enfants pleurent, des mères hurlent. L'eau monte, inexorable. Le Titanic gîte. Maintenant, c'est visible. L'équilibre est rompu. Sur les ponts supérieurs, on commence à comprendre. Les fusées de détresse éclatent dans le ciel, mais l'océan reste vide. Le Californian est trop loin, ou ne regarde pas. La poupe se lève, lentement, puis de plus en plus vite. Le Titanic ne ressemble plus à un navire. Il est devenu un monstre brisé suspendu au-dessus du vide.
La proue est déjà sous l'eau, envahissant les cabines de luxe, les salons à manger, noyant les souvenirs et les espoirs. Ceux qui restent s'accrochent au bastingage, glissent sur le pont incliné qui devient un mur. À 2h18 du matin, un grondement effroyable déchire la nuit. Le Titanic se brise en deux. Juste derrière la troisième cheminée, le bruit est celui d'une ville entière qui s'effondre. Le métal hurle, se tord, explose. La proue coule immédiatement, entraînant sa moitié vers les abysses. La poupe reste suspendue quelques secondes, macabre bouchon de liège, avant de se dresser à la verticale. Les hélices pointent une dernière fois vers les étoiles, muettes du désastre. Puis, elles disparaissent, aspirées vers le fond. En l'espace de 3 minutes, le plus grand objet mobile jamais construit par l'homme disparaît de la surface de la Terre. Et il ne reste que le silence, un océan d'huile, jonché de débris, et 1500 voix qui crient dans l'obscurité glaciale. Des cris qui s'éteignent à peu, étouffés par l'hypothermie. Quand l'aube se lève, la mer est vide. Là où le Titanic régnait quelques heures plus tôt, il n'y a plus rien. Juste des chaises longues, des hulets de sauvetage, et des corps gelés flottant comme des poupées de cire. Le Carpathia arrive des heures plus tard. Il recueille les 705 survivants. Ils tremblent, ils sont en état de choc. Ils ont tout vu, ils ont tout perdu. Le monde se réveille, un navire insubmersible, coulé. Une tragédie si immense qu'elle semble impossible, mais elle est réelle. Et le nom Titanic, à partir de ce jour, ne désignera plus jamais un simple bateau. Il deviendra une mémoire, un avertissement éternel sur l'orgueil humain, un monument d'acier caché sous la mer, gardien de 1500 âmes.